pas hésiter, voilà, il ne faut pas hésiter à désactiver votre caméra. Le replay de cette séance sera donc, comme d'habitude, disponible sur la chaîne YouTube de l'Agence française des chemins de Compostelle. Pour poser des questions, je vous invite, vous pouvez le faire pendant les présentations via le chat à tout moment. Et entre chaque intervention, vous aurez la possibilité de lever la main. Donc sur Team, enfin sur Zoom, il faut cliquer sur le petit cœur réagir et vous avez levé la main. Ça nous permettra de voir qui souhaite prendre la parole et on vous la donnera bien évidemment. Voilà. Eh bien, sans plus tarder, je vais laisser la parole donc du coup à Marie-Lise Ortiz. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci à l'Agence des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle de nous avoir conviés pour ce petit déjeuner matinal sur les chemins. Merci à Laure Coupe-Alliance de nous avoir invités. Donc, vraiment, pour nous, c'est une première. Eh bien, sans plus tarder, je vais évoquer le sujet de ce petit déjeuner. Les chemins de Compostelle au cœur des centres anciens et patrimoniaux, quel outil de protection et de médiation? Euh, c'est un sujet vaste que nous avons choisi d'illustrer au travers de deux communes, Saint-Léonard-de-Noblat et Bayonne. Donc avec Alexandre Mazin, adjoint au maire de Saint-Léonard-de-Noblat, et Sophie Castel, donc adjointe au maire de Bayonne, qui est aussi d'ailleurs vice-présidente de Cité Cité pour la région Nouvelle-Aquitaine. Je n'oublie pas. Donc, dans un premier temps, je souhaitais vous dire en quelques mots qui était Cité Cité. Pour certains d'entre vous, je pense que vous connaissez peut-être l'association, soit pour appartenir au réseau, soit pour en avoir entendu parler. Donc, c'est une association avec, on va peut-être voir la carte, qui compte quelques 300 membres en, en France. 300 membres, ça veut dire à peu près 2000-2400 communes sur toute la France. Et donc, cette association, elle a plusieurs objectifs. Vous voyez sur la carte, donc sa répartition très très large sur l'ensemble du territoire, en métropole et hors métropole. Et c'est une association donc qui est dédiée aux villes qui ont le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire et aux villes qui ont un site patrimonial remarquable. Donc, on va peut-être passer pour voir quels sont les objectifs. Je vais aller assez rapidement sur le sujet puisque ce qui nous intéresse prioritairement, ce sont les expériences, mais c'est pour rappeler quel est notre rôle en tant que site et cité remarquable. Donc, notre rôle est d'être un référent sur les questions patrimoniales et un relais aussi des collectivités auprès des instances nationales, gouvernement, assemblée parlementaire, sur des lois, sur des sujets qui nous semblent prioritaires de travailler ou sur lesquels il faut revenir. On a été à l'origine d'amendements sur plusieurs lois, notamment sur la loi Liberté de création, architecture et patrimoine, mais aussi sur d'autres qui peuvent concerner vos communes ou sur des outils comme la fiscalité Malraux ou d'autres outils. Voilà, donc on est un espace, on est vraiment un collectif de communes, de collectivités, donc on a un lieu de discussion, de conseil, d'expertise, puisqu'on a un pôle d'experts pour accompagner nos membres, et un lieu de réflexion sur différents sujets, comme Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple, le Saint-Jacques-de-Compostelle, comment la thématique, le chemin est appréhendé par nos collectivités, et ce, donc bien sûr, en lien avec ceux qui connaissent bien le sujet, donc l'agence française des chemins de Compostelle. On est aussi un centre de ressources, d'accompagnement, mais aussi de formation. On propose plusieurs formations toute l'année à nos membres, de façon à ce qu'ils puissent mieux appréhender des outils comme le site patrimonial remarquable, mais aussi comme la fiscalité, mais aussi différents autres sujets, comme la publicité en centre ancien. Voilà, de façon à ce que les uns et les autres puissent être bien outillés. Notre objectif, il est à la fois on est à différents niveaux, accompagnement direct des communes et relais auprès donc du national. Alors, on peut peut-être passer, je vais passer assez vite sur mes quelques images.
pense que j'ai une autre petite image qui montre les thématiques sur lesquelles on intervient. Pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir cette vision très décloisonnée des patrimoines, ce que les collectivités, la plupart des ce que les collectivités doivent, ont forcément. Quand on travaille sur le patrimoine, eh bien, on travaille forcément, et ça va être le sujet d'ailleurs de la qualité urbaine, sur la qualité urbaine, environnementale et paysagère, qui est vraiment quelque chose d'important à la fois pour les habitants, mais aussi pour le cadre de vie, et puis aussi éventuellement sur le développement économique et touristique. On travaille sur la reconquête des logements et la lutte contre l'insalubrité, sur la mixité sociale des centres anciens, la mixité des fonctions, et puis bien sûr sur les mobilités, sur la dimension aussi développement durable. À l'horizon du ZAN, du zéro artificialisation nette, on sent bien que on va se retourner vers les centres anciens. De fait, nous, on le prône depuis des années, mais pour montrer que nos centres anciens sont les premiers écoquartiers et sont des modèles de ville durable. Et enfin, on travaille bien sûr sur la médiation et la participation citoyenne. Et puis, pour aller plus en avant, vous dire peut-être un petit point voilà, sur nos membres. Donc, rappeler quels sont nos membres, les membres de Cité Cité. Je l'ai dit en introduction, mais le rappeler. Donc, ce sont les villes et pays d'art et d'histoire. Donc, c'est un label qui va fêter ses 40 ans l'an prochain. Il y a actuellement sur le territoire 204 territoires labellisés, dont nos deux intervenants font partie. Donc, Bayonne, qui est ville d'art et d'histoire, et Saint-Léonard-de-Doblat, qui est dans le pays d'art et d'histoire. Monts et Barrages. Et donc, les villes et pays d'art et d'histoire, c'est véritablement un outil d'étude, de connaissance et de mise en valeur et d'aménagement patrimonial du territoire. Et donc, nos membres sont ces villes, mais aussi celles qui ont l'objectif et l'ambition de devenir ville ou pays d'art et d'histoire. Et si on voit l'image suivante, on va voir que, eh bien voilà, nos autres membres très très forts, ce sont ceux qui mettent en place des outils d'urbanisme patrimonial, les sites patrimoniaux remarquables, auxquels on tient énormément. Il y en a à peu près 1000 en France. Alors, dans une des villes peuvent en avoir deux ou trois, hein. Certaines villes ont plusieurs sites patrimoniaux remarquables, comme la ville de Paris, par exemple, mais d'autres villes plus petites aussi. Je pense dans Montpassy, Montpassy a deux outils à l'intérieur de son site patrimonial remarquable, un plan de sauvegarde et de mise en valeur et un PEVA. Voilà, donc ce sont véritablement des outils de vision, de prospective. Moi, j'aime à le montrer comme ça, et non pas des outils de mise sous cloche. Et on va le voir au travers donc des deux exemples d'aujourd'hui, qui ont tous les deux un site patrimonial remarquable doté d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et pour terminer, cette petite présentation, eh bien, rappeler que nous avons donc un partenariat depuis 2019 avec l'Agence française des chemins de Compostelle, qu'on a plusieurs villes, donc qui sont sur les chemins. On a à peu près 130 villes et territoires qui sont sur les chemins. Et que cette convention, eh bien, elle nous permet de travailler ensemble sur la connaissance, mais aussi de réfléchir aux outils pour le plan de gestion qui vous concerne tous. Et enfin, travailler aussi sur le lien, sur la médiation, la participation citoyenne. Et là, le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire peut être un outil véritablement important aussi pour les collectivités qui en sont dotées. Mais il n'y a pas que le label, toutes les collectivités ou les acteurs locaux peuvent mettre en place des outils de médiation, de connaissances sur leur territoire. Pour nous, il nous semble très très important, et c'est le sujet de cette rencontre, que pour les marcheurs, pour les personnes qui vont sur le chemin de Compostelle, eh bien, il y ait cette réflexion sur l'accueil, mais sur l'accueil, je parlerai du cadre de vie. C'est comment le marcheur circule dans la ville, comment le cadre de ville impacte aussi sur sa vision du chemin. Euh, pour cela, eh bien, Alexandre Mazin va nous présenter comment, à Saint-Léonard-de-Noblat, euh, la ville a travaillé sur ce cadre, quels sont les outils qui ont été mis en place, de façon à ce que pour les marcheurs du chemin de Compostelle, eh bien, il y ait à la fois cet accueil, à la fois des outils, mais aussi cet espace de déambulation où on se sent aussi, où on réfléchit aussi au chemin et où on se sent accueilli euh, en plein cœur de ville.
Voilà. Donc, c'est comment on chemine aussi dans les centres anciens et comment les collectivités mettent en place des outils qui sont à la fois pour les habitants, hein, je le précise bien, quand même, c'est très c'est important, c'est quand même la priorité, mais qui sont aussi là pour accueillir le marcheur et comment les collectivités réfléchissent aussi aux outils comme la halte jacquère, donc pour accueillir ces marcheurs. Donc, en premier intervenant, donc Alexandre Mazin, adjoint à la culture de Saint-Léonard de Noblat, Alors, donc qui va juste, oui, Anne-Lise, ouais, je profite de la fin de ta présentation et merci beaucoup pour savoir s'il y a déjà des questions sur Cité remarquable en France. Non? Ah bah, tu as été extraordinairement claire. Je ne vois personne qui lève la main. ça viendra peut-être après. Eh bien, parfait. N'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions dans le chat pour ne pas les oublier. Je te redonne la parole. Merci. Eh bien voilà, j'introduisais Alexandre Mazin, mais je pense qu'il va le faire beaucoup mieux que moi pour présenter donc Saint-Léonard et le rôle donc dans cette ville d'un document qui est le plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui permet de donner un cadre, donc de travailler sur le cadre, et pas que sur le cadre, ça permet aussi de travailler sur le logement, etc. Mais ça, Alexandre le dira mieux que moi. Mais comment aussi, eh bien, on réfléchit au chemin de Compostelle à Saint-Léonard au travers de différents outils. euh, que ce soit la halte jacquère, mais pas que. Il y a aussi la collégiale, il y a aussi la documentation que l'on met en place. Donc Alexandre, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Ah, et bienvenue à Saint-Léonard-de-Noblat, donc situé au cœur de la France, à mi-chemin entre Paris et Toulouse, dans un axe nord-sud entre Bordeaux et Lyon dans un axe est-ouest. La ville compte environ 4600 habitants. C'est la plus importante commune de la communauté de communes de Noblat, qui en compte 12 000 pour 12 communes, et la plus importante commune du pays Monts et Barrages, qui compte environ 25 000 habitants pour 34 communes. Notre monument emblématique que vous pouvez voir sur cette diapositive, c'est bien entendu la collégiale qui a été construite à partir du milieu du XIe siècle comme église de pèlerinage pour abriter les reliques du saint. Son architecture est inspirée des plans du Saint-Sépulcre et elle est devenue église paroissiale uniquement après la Révolution, après la destruction de l'ancienne église paroissiale qui était située à proximité. C'est l'un des 71 monuments remarquables sur les chemins de Compostelle en France. Et comme c'est un bien culturel en série, le précédent sur la voie du Vézelay, c'est Neuvy-Saint-Sépulcre, et le suivant, monument remarquable, c'est Périgueux. Donc on est situé, comme je viens de le dire, sur la voie du Vézelay, mais je préfère le nom en latin qui parle de Via Lemovicensis, et qui témoigne de l'importance de l'étape limousine sur cette voie, puisque les Lémovis, c'était le peuple qui habitait ici à l'époque gauloise, et leur capitale était située à 2 kilomètres d'ici, sur notre communauté de communes. Et enfin, nous sommes à mi-chemin sur la voie du Vézelay, entre Vézelay et Saint-Jean-Pied-de-Port. Si on peut passer à la diapositive, juste avant de passer à la diapositive suivante, la coquille qui est au milieu, euh, sur tout le tracé du cœur de ville, il y a une dizaine de coquilles comme ça qui ponctuent le chemin, le tracé du chemin tout au long de la ville pour guider le pèlerin. On peut passer à la diapo suivante. Donc, pour mettre en valeur ce joyau du patrimoine à la valeur universelle exceptionnelle, il y a besoin d'un bel écrin. Et sur ce plan, vous pouvez voir en pointillé violet le tracé du chemin, et en rouge le périmètre de zone tampon que la commune avait travaillé en partenariat avec l'ABF et l'UDAP, en s'appuyant sur une étude terrain à partir des cônes de vue qu'on voit, les cônes de vue c'est les petites étoiles vertes, et périmètre qui malheureusement a été rejeté, et on lui a préféré celui de la ZPPAU de 1991 que l'on voit en bleu,
et qui aujourd'hui a peu de sens et qui conviendrait de faire évoluer. Et c'est justement lors d'une étude pour la révision de la ZPPAU que l'architecte Véronique Thiollet-Monsénégo, qui était chargée de l'étude, s'est rendu compte que le centre historique était un ensemble cohérent et bien conservé, avec de nombreux éléments remarquables encore dans les intérieurs. Et donc, ça a débouché en 2008 sur la définition d'un périmètre de secteur sauvegardé, qui maintenant s'appelle donc site patrimonial remarquable, et qui fait 25 hectares et qu'on peut voir en vert, donc qui comprend le périmètre qui était à l'intérieur des anciens remparts et deux faubourgs qui étaient encore très bien conservés. Et donc, une fois que le périmètre a été prescrit, il y a eu un long travail qui a débuté avec Étienne Lavigne et son cabinet, en partenariat avec les habitants et avec l'ABF pour rédiger le plan de sauvegarde et de mise en valeur. La première version finalisée du plan de sauvegarde et de mise en valeur date de 2014 et ça coïncidait avec les élections municipales. Et donc, au lieu de l'adopter tout de suite, il a été décidé de le faire vivre, voir comment il se confrontait au réel et quelles questions quels étaient les points d'achoppement qu'il pouvait y avoir sur ce règlement. Et donc, on l'a fait vivre pendant tout un mandat. Et début 2020, il a été approuvé avec quelques modifications qui étaient liées justement au fait de l'avoir confronté au réel. Et donc, vous pouvez le retrouver sur le lien qui est sur cette diapo, là, dans la rubrique urbanisme du site de la ville. Si on peut passer à la diapo suivante. Donc, après le lancement d'une opération de revitalisation de territoire et l'entrée dans le dispositif Petite Ville de demain, une OPA, une opération programmée d'amélioration de l'habitat, a été signée en 2019 dans le but de valoriser le patrimoine bâti autour de notre monument remarquable, tout en essayant d'absorber une partie des surcoûts liés aux recommandations de l'ABF sur le périmètre PSMV. Et donc, il y a différents volets et l'OPA est sur 3 cœurs de ville de notre communauté de communes. Mais là, on va se concentrer sur le volet extérieur, on va dire. Et donc, cette OPA, elle a la spécificité d'avoir un volet important consacré à l'ingénierie pour accompagner les particuliers dans le montage de leur dossier. Et donc, l'ingénierie est portée par Solia. Et cet accompagnement permet aux propriétaires de mieux cibler les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Et donc, pour le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le volet qui a le mieux fonctionné, c'est la rénovation extérieure. Et nous, on aide dans, à hauteur de 40% et avec un plafond de 15 000 euros pour les rénovations extérieures. C'est la commune qui met cette somme-là. Et pour aider pour les extérieurs, on s'est basé bien sûr sur le principe qu'avait évoqué Victor Hugo dans sa citation sur l'usage des bâtiments. Donc, l'intérieur appartient au propriétaire, mais la beauté extérieure appartient à tout le monde. Et sur le volet extérieur, on avait un objectif de 6 rénovations de façades prévues initialement sur toute la période de l'OPA. Et au final, il y en a 16 qui ont été réalisées et il y en a 7 de prévues. Donc là, je vous en ai mis 3. Celle qui est à gauche est directement sur la place de la collégiale. Et celle qui est à droite, c'est sur l'autre place emblématique de la ville, place de la République, avec les deux tours rondes et la tour carrée. Voilà. Enfin, ça change complètement quand on a
autant de façades qui sont rénovées sur un si petit périmètre de 25 hectares, ça change vraiment la physionomie de la ville. On peut passer à la diapo suivante. Donc, quand les pèlerins arrivent dans un lieu, ils sont heureux de pouvoir trouver de quoi dormir, de quoi se connecter, de quoi se restaurer et se cultiver. Et dans un premier temps, je vous parlais sur la partie gauche de la diapo. Vous avez juste à proximité immédiate de la collégiale, on a la chance d'avoir un gîte créé par des pèlerins qui habitent sur la commune et qui ont fait le chemin pour des pèlerins. Ils se sont rendus compte de tout ce que les gens avaient besoin et des difficultés qu'ils avaient pu avoir par endroit pour être hébergés. Et donc, on avait un appartement qui était le local de l'ancien, du concierge de l'ancienne mairie. Et donc, c'est un lieu qui comprend 12 couchages. Et il y a tout le confort, il y a des sanitaires qui ont été rénovés récemment avec deux douches. Et il y a lave-linge, sèche-linge, tout ce qui est nécessaire de base d'épicerie pour pouvoir se faire à manger le soir et le lendemain au petit déjeuner. Et ça fonctionne bien puisque chaque année, ils ont entre 5 et 600 nuitées et avec des pèlerins qui viennent d'horizons très divers, puisqu'on a plus de 25 nationalités dans les statistiques chaque année qui fréquentent ce lieu. Maintenant, je vais passer sur la partie droite de la diapo. Et donc, on est aussi à proximité immédiate de la collégiale. Et là, je vais vous parler d'un tiers-lieu qui s'appelle l'Escalier et qui a l'originalité d'être porté par un propriétaire privé et qui a acheté et rénové les lieux. Et c'est géré par une association. Et pour moi, je trouve que c'est un bon exemple de partenariat public-privé. Parce que la partie publique, c'est que la commune paye une partie du loyer pour héberger l'association patrimoniale Connaissance et Sauvegarde de Saint-Léonard, qui met à la disposition du public, comme vous pouvez voir en haut à droite, cette magnifique maquette du centre-ville qui ne correspond pas exactement au périmètre du secteur sauvegardé parce qu'il manque les deux faubourgs, mais qui correspond au périmètre de l'ancien rempart. Et là, enfin, ce lieu nous a attiré beaucoup de visites de personnalités. Et là, j'ai choisi celle avec Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous a fait la gentillesse de venir pour rencontrer les premiers abonnés à la fibre sur le territoire, puisqu'on est la première commune rurale de la région à avoir eu la fibre commercialisée sur notre territoire. Euh, et aussi, c'est le partenariat public qui vient par la mise à disposition de deux conseillers numériques France Service qui sont en partie financés par l'État et en partie financés par la communauté de communes. Et comme le lieu est bien identifié pour la médiation numérique, ça nous semblait plus intelligent de les mettre dans ce lieu-là que de les mettre ailleurs dans des bureaux où les gens ne les auraient pas forcément trouvés. Et donc, c'est un lieu de formation, c'est un lieu d'exposition, c'est un lieu de concert, c'est un lieu de restauration. Et pour les pèlerins, c'est un lieu où ils peuvent bien sûr avoir une connexion pour être en contact avec leur famille ou leurs amis pendant leur pérégrination. Euh, pour terminer, on va passer sur la dernière diapo. Et donc, on a la chance, comme Marie-Lise le disait tout à l'heure, d'avoir un pays d'art et d'histoire donc, qui est partagé avec 33 autres communes et qui est composé de seulement un peu moins de deux équivalents temps plein, mais qui est très actif sur notre commune. Je vous ai mis trois thématiques. À gauche, c'est les visites de ville, avec au milieu une visite classique avec un focus sur la collégiale. En haut, une visite très originale qu'on a eue l'été dernier
en partenariat entre le Pays d'Art et d'Histoire et la chorale de Saint-Léonard, qui était une visite chantée et avec des intermèdes de commentaires patrimoniaux qui s'appelait De jardin en jardin, où on avait la chance d'avoir des propriétaires qui nous ont ouvert leur jardin et c'était vraiment très intéressant. Et en bas, une autre visite originale qui est une visite théâtralisée et où pareil, tout au long de la ville, on a les membres du personnel du Pays d'Art et d'Histoire qui interprètent des personnages qui ont marqué l'histoire de la ville. Et c'est une autre façon de découvrir la, la ville qu'un commentaire un peu magistral. Au milieu, vous avez la partie signalétique avec deux panneaux qui sont disponibles dans la collégiale. Le panneau de gauche, il a été fait en partenariat avec l'Agence française des chemins de Compostelle. Je pense que c'est un des premiers en France qu'ils ont fait en partenariat avec une des communes qui ont des 71 monuments. Et à droite, c'est un autre thème que nous avons qui est sur le rayonnement du culte de Saint-Léonard à travers l'Europe et sur les ostensions limousines, qui est une tradition qui est inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2013. Et enfin, sur la partie droite, je vous ai mis trois exemples de publications. Donc, le focus sur la collégiale, qui là aussi est fait en partenariat avec l'Agence française des chemins. Le livret d'accompagnement de la visite pour l'atelier de visite pour les jeunes, là, les 6-12 ans. Et donc, le focus sur les ostensions qui va avec la signalétique qui est dans la collégiale. Voilà. Je pense savoir rapidement, en 10 minutes, c'est difficile de rentrer plus dans les détails, mais s'il y a des Merci. questions. Ben, je crois qu'il y a des questions. Alors, peut-être, Laure, je te laisse les rappeler. Alors, on a une première question du coup de Muriel Perrin qui vous demande si vous êtes appuyé sur l'outil Commune Halte pour faire connaître ce nouveau lieu, donc Alors, le non, terme. parce que le gîte date d'avant la création de l'outil commune Halt. Et c'est vrai qu'il faudra peut-être qu'on travaille ensemble avec l'agence, mais euh, dans mon idée, le commune Halt, c'était plutôt pour les communes qui n'avaient pas de monuments remarquables, mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Je confirme qu'on a beaucoup de communales qui ont des monuments remarquables. Mais on pourra travailler ensemble tout à fait. Ouais. Voilà. J'ai une deuxième question de Madame Jiménez. Bonjour, comment a-t-il été possible de faire vivre le PSMV avant de l'avoir approuvé? Ben, ça, c'est en concertation avec la commune et les services de l'État et l'architecte des bâtiments de France. Le règlement, on l'avait et elle s'appuyait dessus pour rendre son avis. Et euh, au cas par cas, on s'est rendu compte des points qui pouvaient poser problème et on a réussi à assouplir certaines choses pour le rendre plus fluide. Voilà. Je peux peut-être rappeler qu'il y a aussi, vous travaillez aussi sur une rencontre sur l'architecture. Vous avez travaillé avec les Oui, artisans, ce qui permet de faire vivre aussi, effectivement, on a tout le un PSMV. volet médiation pendant toute la construction du PSMV et on a depuis tous les ans entre les Journées européennes du patrimoine et les Journées de l'architecture, on a le mois de l'architecture où on travaille avec les artisans et avec le grand public pour creuser des thèmes qui peuvent les intéresser autour de la question du site patrimonial remarquable.
Alors, merci pour cette réponse. J'en ai quelques-unes. On en prend encore trois et puis on passera à la présentation suivante. Qui gère le gîte pèlerin et combien coûte la nuitée et qui encaisse? C'est une Alors, question de Marthe c'est une Tolosaï. association. Ils ont changé les prix il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est 15 euros la nuit. Et honnêtement, l'encaissement, je saurais pas vous dire. Je sais qu'ils travaillent très bien entre l'Office de tourisme et eux. Il me semble qu'il y a toujours un bénévole de l'association qui vient accueillir les pèlerins et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a le paiement de la nuitée. Alors, la question suivante, préciser sur quel chemin de Saint-Jacques, Alors, je- je l'ai dit dans la première diapo, c'est la voie du Vézelay et en latin, via les Vicensis. Ouais. voilà, donc c'est bien noté, Madame Perrin, sur l'outil Commune Halte. Et donc, je me permets de vous lire la question. Qui coordonne le mois de l'architecture dans votre département, le CAUE? Merci beaucoup. Alors, nous, le mois de l'architecture, on le fait à l'échelle locale. Enfin, au début, c'était la communauté de communes qui le portait, et là, cette année, c'est le pays qui le porte. Et donc, on le coordonne en interne, quoi. Selon les sujets, selon les années, on a pu faire appel au CAE, mais c'est pas forcément le cas tout le temps, non. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour ce partage d'expériences et de bonnes pratiques extrêmement inspirant. Si vous avez encore des questions, il y aura un dernier temps d'échange avant la fin du petit déjeuner à 10 heures. Et je vais laisser Marie-Lise reprendre la main pour la suite. Merci, merci Alexandre pour cette très belle présentation. Je pense qu'il y a des sujets qui pourront faire l'objet de d'autres discussions, mais ça on en parlera avec l'agence. Mais je pense que le mois de l'architecture, cet échange est aussi important. Rappelons aussi qu'à Saint-Léonard-de-Noblat, tout comme à Bayonne ou Zola arrivé, on travaille beaucoup aussi sur la réhabilitation responsable avec une réflexion sur les matériaux utilisés dans la réhabilitation du bâti, de façon à travailler sur les performances énergétiques du bâti ancien. Donc, nous allons plus au sud, à Bayonne, avec Sophie Castel, donc, qui est adjointe au patrimoine de Bayonne, pour évoquer là aussi un PSMV, mais aussi tout un cheminement dans la ville et comment aussi également le centre d'interprétation évoque le chemin de Compostelle. Donc, Sophie Castel pourra nous parler aussi de l'outil centre d'interprétation et comment donc au niveau d'une ville d'art et d'histoire, eh bien, on intègre la dimension jacquère. À vous, Sophie. Il faut allumer le micro, Sophie. Alors, ça, Bayonne, c'est une ville que nous connaissons bien au niveau de Cité-Cité, comme beaucoup d'autres villes, mais nous y avons été hébergés pendant une dizaine d'années dans Châteauneuf, donc Voilà, ça dans y un est. très, Vous très beau site. m'entendez? Oui, Voilà, on voilà. vous entend, Sophie. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Lise. Bonjour à toutes et à tous. Donc, écoutez, très, très heureuse de vous accueillir à Bayonne. Donc, Bayonne est située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à 6 km de l'océan et à 25 km de la frontière espagnole. Bayonne compte aujourd'hui plus de 54 000 habitants et c'est 10 000 habitants de plus en 20 ans. Elle est la capitale de la communauté d'agglomération Pays Basque, qui a été créée le 1er janvier 2017. Et cette communauté d'agglomération réunit 158 communes. C'est un bassin de vie d'environ 322 000 habitants, soit le deuxième bassin de population de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, comme vous le voyez sur la carte à droite, elle est située à la confluence d'une rivière, la Nive, et d'un fleuve, l'Adour. Et Bayonne s'étend sur 21 km² et elle compte 40% d'espace naturel. Si vous pouvez passer à la suivante. Alors donc, Bayonne est une ville de 2000 ans d'histoire. Sa devise Nunquam polluta, qui veut dire jamais souillée, est là pour rappeler qu'elle a su résister victorieusement à 14 sièges. Donc, sont encore visibles des ouvrages défensifs dans le Grand et Petit Bayonne, des ouvrages défensifs de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle.
Ce patrimoine défensif exceptionnel, entourant donc le centre historique, en fait ce qu'on appelle un véritable monument urbain, aujourd'hui un secteur sauvegardé, donc qui a été créé depuis 1975. On y reviendra un petit peu plus tard. Ce monument urbain est dominé donc par la cathédrale Sainte-Marie, qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques, ce depuis 1998. Ce centre ancien est dense, complexe, original, avec des parcelles en lanière construites à 98%. 850 escaliers sont aujourd'hui protégés, ils sont tous uniques et 130 caves médiévales sont situées dans le Grand Bayonne, c'est-à-dire dans la ville haute au pied de la cathédrale. Et sur ces 130 caves, 6 sont inscrites aux monuments historiques. Et donc à tout ceci s'ajoute une très très forte attractivité de la ville et du territoire de la côte. La suivante, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, il faut faire un effort d'imagination pour envisager la physionomie du centre ancien de Bayonne il y a 50 ans. Il y a 50 ans, il présentait un habitat très bien souvent insalubre, des chœurs d'îlots saturés, des cours intérieures très encombrées, des façades plus que délabrées et une voirie engorgée par la circulation automobile. On a du mal à se rappeler que la nationale 10 passait sur la fameuse rue d'Espagne, c'est-à-dire presque au droit de la cathédrale. C'est dans ce contexte qu'a été créé en 1975 le secteur sauvegardé de Bayonne. Donc ce secteur sauvegardé s'étend sur 82 hectares, soit 4% de la surface totale de la ville. Et sur ces 82 hectares, 48 hectares sont composés par des fortifications et des cours d'eau. Cela représente à peu près 1000 immeubles, 4800 logements et aujourd'hui 5500 habitants, soit près de 10% de la population totale. Donc après la création de ce secteur sauvegardé en 1975, la politique de restauration et de revitalisation donc, du centre ancien s'est d'abord appuyée sur un premier plan de sauvegarde, donc de 1975 à 1985, pour ensuite s'appuyer sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur, le PSMV, qui a été approuvé en 2007. Et peut-être signaler effectivement qu'il a été établi sous la coordination de l'architecte Alexandre Mélissinos. La suivante. Alors l'enjeu essentiel de ce PSMV était et demeure toujours de rendre la ville viable, habitable et durable, avec toujours des objectifs de densification urbaine, des objectifs de mise en valeur du patrimoine et des objectifs pour permettre le développement de l'attractivité de son centre ancien. Donc de très très nombreuses rénovations, réhabilitations, alors faites par des privés et aujourd'hui de plus en plus par des bailleurs sociaux. Donc à gauche, vous avez un avant, un après, c'est-à-dire qu'en haut, vous aviez trois immeubles différenciés et après la rénovation, réhabilitation, en fait, une seule et même copropriété. À gauche, vous voyez la porte d'entrée de la boutique du patrimoine et de l'habitat. Donc, effectivement, pour accompagner tous ces enjeux du PSMV, cette boutique du patrimoine a été créée en 1997, donc à 2 pas de la cathédrale, donc dans le quartier du Grand Bayonne. Et c'est un lieu d'accueil et de médiation du public pour la mise en œuvre des objectifs du PSMV. Alors, accueil du public et accueille surtout de tous les publics, c'est-à-dire à la fois des particuliers et des professionnels impliqués dans la restauration du centre ancien. Et comme vous l'avez dit, Marie-Lise, tout à l'heure, les particuliers et surtout les professionnels viennent y trouver des informations donc, sur toutes les prescriptions réglementaires, sur la mise en sécurité face aux risques incendie, sur l'amélioration des conforts thermiques et acoustiques, sur le montage administratif, technique ou financier de leur dossier. Ils peuvent poser effectivement toutes les questions. La suivante, s'il vous plaît.
Donc, après avoir créé ce secteur sauvegardé en 1975, Bayonne sollicitait le label Ville d'art dès 1982. Et en 2012, la ville de Bayonne signait la première convention Ville d'art et d'histoire, donc avec l'État et le ministère de la Culture. Et écoutez, vous êtes presque les premiers au niveau national à recevoir cette information, mais nous avons l'immense joie et bonheur d'avoir obtenu notre renouvellement du label, eh bien, écoutez, la semaine dernière, et pour la période 2025-2035. Alors, comme vous le savez, Alexandre en a un peu parlé tout à l'heure. Donc, en 2013, l'UNESCO a demandé à l'État de mettre en place une gouvernance afin de protéger l'inscription du bien culturel en série. Et c'est donc à ce titre que la cathédrale Sainte-Marie figure en tant que composante dans la liste des biens culturels. Alors, en 2015, une première zone tampon avait été proposée par l'État en accord avec l'ABF. Alors, cette zone tampon recouvrait donc le SPR, hein, donc secteur sauvegardé devenu le SPR, le quartier Saint-Esprit, c'est-à-dire côté rive droite de la Dour, est situé ce qu'on appelle aussi également le quartier de la Gare, et il recouvrait bien évidemment le site même de la cathédrale. Alors, cette première zone tampon proposée par l'État a été jugée par la ville, alors je cite, peu démonstrative de la justification de la protection visant à l'intégrité du bien et de la préservation de sa valeur universelle. Donc, suite à cette appréciation par la ville, une nouvelle délimitation de la zone tampon a été proposée, un peu réduite, considérant que les dispositifs de protection déjà existants et mis en place par la ville depuis de nombreuses années suffisaient pour assurer la protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit, la cathédrale. Donc, après avoir approuvé ce projet de zone tampon donc en décembre 2018, donc 3 ans après la première proposition, notre communauté d'agglomération le validait en février 2019. Alors, cette zone tampon est depuis identifiée dans tous les documents d'orientation et d'objectifs du SCOT et son périmètre porté en annexe au PLU, pardon, et très prochainement au PLUI intercommunal. Voilà, c'est un très gros chantier qui est en cours de finalisation et qui sera présenté en 2025 au prochain conseil communautaire. En 2023, alors la ville de Bayonne approuvait le plan de gestion interrégional du bien culturel pour la période 23-27, ainsi que, comme vous le savez, hein, une charte de gestion et un cahier de gestion. Alors donc, c'est dans le cadre du label Ville d'art et d'histoire que la contribution de la ville, partagée avec l'ABF et la DRAC, donc alors à ce moment-là, c'est porté sur 2 chapitres. Donc, faire connaître et partager le bien, et permettre la mise en place d'un programme d'action et de modalités de suivi autour du bien de la cathédrale. Donc, de nombreux outils de médiation, de sensibilisation à l'intention des habitants, des visiteurs intégrant la cathédrale ont été mis en place par le service patrimoine, ville d'art et d'histoire. J'ai la chance d'avoir à mes côtés 6 collaboratrices. Donc, intégration de la composante cathédrale dans la programmation, bien évidemment, des journées européennes du patrimoine, également dans les journées européennes des métiers d'art, puisqu'on a à cœur de mettre en avant les artisans d'art, les tailleurs de pierre qui, et on va dire plus que régulièrement, travaillent pour la rénovation et la protection de notre chère cathédrale. Donc, on a toujours à cœur à ce qu'ils soient présents à la fois pour les GEP et à la fois pour les GEMA, et de façon à pouvoir aussi transmettre leur savoir-faire au jeune public. Bien évidemment, des supports écrits, et puis des parcours de visite proposés par les 3 guides conférencières, visites proposées par l'Office de tourisme.
Donc, peut-être signaler là à gauche, donc les deux programmes, l'un commémorant le 20e anniversaire de l'inscription du bien culturel Saint-Jacques au patrimoine de l'UNESCO, à côté le 25e anniversaire, mais je tiens quand même à signaler que le 20e anniversaire, c'est la ville de Bayonne qui en avait été, on va dire, véritablement l'initiateur. Et ça a été une programmation qui s'est déroulée pendant 6 mois durant cette année 2020. Et puis avec la mise en place effectivement et la dynamique de notre nouvelle communauté d'agglomération, la commémoration du 25e anniversaire a été totalement, on va dire, programmée par la communauté d'agglomération. Alors, je vous disais des visites, alors qui passent bien évidemment par le SIAP. Donc, nous en arrivons au SIAP. La présentation suivante. Oui, merci. Donc, alors, ce SIAP de Bayonne que l'on a appelé Lapurdum, puisque c'est le nom du castrum romain, qui voilà, signifiait la première présence d'une ville, donc a été créé donc, au cœur d'une opération de renouvellement urbain majeure pour le centre historique de Bayonne, et nous l'avons inauguré en 2021. Alors, c'est un très, très bel outil de médiation situé également tout près de la cathédrale Sainte-Marie. Il donne accès à une très belle cave médiévale inscrite aux monuments historiques, et justement en descendant dans cette cave, eh bien, vous avez là, figurant en grand sur la slide, la très très belle carte indiquant les chemins de Saint-Jacques, donc traversant le département des Pyrénées-Atlantiques, et le démarrage des 3 voies à partir de Bayonne, donc la voie du Bastan, le Camino del Norte, et puis comment dire, l'arrivée et la poursuite du Camino Frances. La suivante. Merci. Donc, avec l'association des Amis du chemin de Saint-Jacques Pays Basque, nous avons travaillé le cheminement des pèlerins dans la ville à partir de la gare de Bayonne. En fait, il faut savoir que jusqu'à un avenir très proche, c'est-à-dire l'année prochaine, puisque les clous seront implantés dans la ville, et bien jusqu'à ce grand moment en 2025, aucun cheminement n'apparaissait dans la ville. Donc, bien souvent, les habitants étaient les meilleurs guides, parce que c'est vrai que quand les pèlerins arrivent du nord, ils voient la cathédrale, mais à vrai dire, ils ne savent pas très bien par où, ils savaient pas très bien par où y arriver. Donc, avec les Amis du chemin, donc un très très beau travail. Donc, ce cheminement avec les clous va débuter à partir de la gare. Donc, vous voyez la tour de l'horloge à droite de la gare. L'implantation des clous va être située auprès de ce totem, enfin ce panneau bleu que vous voyez, qui est en fait une nouvelle proposition d'une signalétique en ville. Et là, dès cet instant, eh bien, les visiteurs et les pèlerins sauront qu'effectivement, ils seront bien guidés pour le cheminement dans Bayonne. Ensuite, l'association, voilà, ça a été un long travail pour eux, a inauguré début juillet 2020, donc juste après les dernières élections municipales, a inauguré donc la halte Jacquère, donc qu'ils appellent le refuge. Jusqu'à présent, jusqu'en 2020, il n'y avait pas de lieu d'accueil identifié, donc les pèlerins sonnaient à
à l'évêché. Il y avait toujours une solution, mais c'était pas vraiment Bayonne. On savait qu'on pouvait pas y séjourner. Donc, ce refuge est situé également tout près de la cathédrale. Il est doté, comme chez vous à Alexandre, pardon, de 12 couchages. Il est ouvert du 1er avril au 31 octobre avec un accueil des pèlerins qui est fait par des membres de l'association, un accueil tous les jours de 14 à 22 heures. Je ne connais pas le tarif du séjour. Par contre, m'a été indiqué qu'à son arrivée dans le refuge, le marcheur y recevait sa crédentiale contre 2 euros symboliques. Donc, bien évidemment, comme c'est un lieu tout récent, mais de même, tout le confort, machine à laver, des séchoirs. Et d'ailleurs, en période effectivement estivale, on voit le linge sécher dans la rue. Et voilà. En 2024, le dernier chiffre annoncé, c'est le séjour de 1678 pèlerins avec voilà, plus de 40 nationalités. Alors, en premier, bien évidemment, les Français, en second, les Espagnols, et en troisième, les Coréens du Sud. Et puis, nous retrouvons des Américains, des Australiens, des Taïwanais, et puis bien d'autres nationalités que vous retrouvez les uns les autres dans vos communes. La suivante. Merci. Alors, merci. Donc, pour conclure, donc, en passant donc, par cette magnifique composante, donc la cathédrale Sainte-Marie, donc, qui a été classée aux monuments historiques en 1862. Alors, signaler qu'il a fallu attendre la célébration en France donc, du 20e anniversaire de l'inscription du bien culturel chemin de Saint-Jacques au patrimoine de l'UNESCO pour voir apposer sur sa façade la plaque de l'inscription. Donc c'est vrai que c'est très tardif, mais notre cathédrale est régulièrement en travaux de rénovation. Donc ce n'était jamais le moment pertinent pour pouvoir l'apposer, mais en 2020, ça a été fait. Donc peut-être signaler, même si je sais que vous êtes tous, on va dire, des sachants concernant le chemin de Saint-Jacques, mais notre cathédrale est l'une des 5 composantes en Pyrénées-Atlantiques. Donc, il y a donc sur ces 5 composantes, donc la porte Saint-Jacques à Saint-Jean-Pied-de-Port, l'église Sainte-Marie à Oloron, l'église de l'hôpital Sainte-Blaise et surtout, et également la section du sentier, le tronçon numéro 7 du chemin du Puy, donc d'une longueur de 25 km qui va de 2 petites communes, et ce n'est pas péjoratif, d'Arouet à Ostabat-Asme. Alors pour finir, donc si vous venez à Bayonne, si vous êtes déjà venu à Bayonne, alors peut-être allez-vous découvrir 3 magnifiques représentations de Saint-Jacques, donc à l'intérieur de cette cathédrale. Donc à droite, donc dans une des chapelles rayonnantes, donc au chevet de la cathédrale, dans la chapelle Saint-Jacques, donc un très beau Saint-Jacques qui est une œuvre de Louis Stenheil, un artiste qui a réalisé un grand nombre de de peintures figuratives dans notre cathédrale sous la direction de Boswillwald qui, à la fin du 19e, a restauré notre cathédrale. Au milieu, un magnifique tableau de l'école espagnole du XVIIe siècle qui représente un pèlerin, un Saint-Jacques pèlerin. Ce tableau est classé aux monuments historiques depuis 2007. Et enfin, donc à gauche, le plus ancien, un Saint-Jacques représenté en pèlerin, donc avec ses coquilles. Donc il est situé alors sur le portail sud de la cathédrale. Ce portail sud aujourd'hui n'est plus visible, construit au XIIIe siècle. Donc la statue date du XIIIe siècle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais suite justement à des restaurations, ce portail sud a été englobé
dans le bâti. Et ce portail sud est totalement protégé puisque il est un des murs constituant la sacristie. Donc ces trois présences dans le temps de Saint-Jacques participent à bien ancrer la cathédrale comme composante du bien culturel chemin de Saint-Jacques en France. Voilà, je vous remercie. Je n'ai pas regardé si j'avais été trop longue ou pas, mais je suis arrivée jusqu'au bout. Enthousiaste, Sophie, comme d'habitude. Merci, merci beaucoup. Alors, Sophie, je sais que vous devez vous sauver, mais il y a plusieurs questions qui vous Oui, de concernent. toute façon, je ne sais pas leur. Voilà, donc voilà. Oui. Donc, vous allez prendre quelques minutes pour Oui, y bien répondre. Je vous en sûr. remercie. Si Je je laisse peux, Laure, si je peux répondre aux questions, voilà. Voilà, tout à fait. Alors, je vais laisser la parole à... Alors, je n'ai qu'un prénom, Gaston, qui lève la main depuis tout à l'heure. Je vous en prie. Vous pouvez réactiver votre micro. Et puis, il y a plusieurs questions de Muriel Perrin, que je salue au passage, qui est mon ancienne adjointe. Voilà, Gaston. Gaston une fois. Gaston deux fois. Bon, le temps que... Ah, si, ça y est. Non, je vois le micro qui s'active, désactive, réactive. C'est C'est bon? bon? Vous Oui, on vous m'entendez? entend. Oui. Moi, je voulais savoir, j'ai pas très bien compris d'ailleurs si c'était la même chose à Saint-Léonard et à Bayonne. Pour ce qui concerne l'abri, le refuge, Oui. mais il est payant, c'est bien ça? J'ai Alors, compris. je laisse répondre je vais laisser répondre Alexandre. Moi, je vous ai dit qu'à cet instant, je ne savais pas s'il était payant. Le Oui. seul élément financier que je connaisse, c'est que à l'arrivée dans le refuge, le marcheur donc reçoit sa crédentiale contre 2 euros symboliques qui sont Oui. versés donc à l'association. Je l'ai dit Ok. tout à l'heure, le coût à Saint-Léonard, de mémoire, ça a été changé l'année dernière. C'est 15 euros la nuitée par personne. Oui. Ok, non, mais si vous voulez, je vous demande ça parce qu'en ce qui concerne ma commune, on envisage de faire quelque chose de semblable et pour nous, ce serait gratuit. Alors, nous, il faut savoir que l'association des Amis du Chemin de Saint-Jacques Pays Basque, en fait, est hébergée dans des espaces appartenant à l'évêché. Donc, je ne sais pas quelles ont été la convention qu'ils ont passée entre l'évêché et eux. Bon, si vous souhaitez effectivement avoir ce renseignement, écoutez, je me renseignerai et puis via l'association, je On pourrai fera le reprendre lien. contact avec vous. Voilà. Donc, j'aurai une réponse, c'est ça? Ah, Oui. oui, tout à fait. Oui, Est-ce oui, que oui. vous pouvez nous mettre votre adresse mail dans le chat en me l'envoyant directement? Oui, d'accord. Mais vous n'avez pas mon adresse mail? C'est que j'ai pas votre nom. Ah, Gaston Chacornac. Ah, Monsieur Chacornac, très bien. D'accord. Non, mais j'ai votre adresse, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci. Très bien, merci. Donc, je reviendrai vers vous. D'accord. Très bien. Merci. J'avais une autre question, mais je ne veux pas m'en opposer. L'OPA, dont il était question à Saint-Léonard-de-Blas, Oui. j'ai compris qu'elle portait sur 3 centres-bourgs, c'est ça? Pas sur la totalité de la communauté de communes? C'est alors. J'ai Non, bien pas compris. sur la tonalité, c'était sur la ville principale, Saint-Léonard, et sur les deux autres communes les plus importantes, hein. Mais alors, qui la porte, cette OPA alors? Ben, la communauté de communes. Ah, mais elle peut le porter sur une partie. Ben, Moi, je oui. croyais qu'on devait la même chose à tous les habitants. Euh, oui, enfin, c'est plus compliqué que ça parce que vraiment, il a fallu négocier avec les services de l'État pour qu'il y ait des interventions en dehors de Saint-Léonard. Et même là, on est en train de vouloir prolonger le dispositif aux élections parce qu'il arrivait à terme en fin d'année. Et il voudrait travailler par îlot. Et par îlot, ça ne fonctionne pas. Si on n'a pas la maîtrise foncière des bâtiments, on peut se fixer des objectifs, mais c'est des vœux, c'est pas, c'est bloqué. Merci. Mm. Merci à vous.
Alors, quelques petites questions donc du coup de Madame Perrin de Sainte, alors qui s'adresse donc du coup à Madame du coup Castel. Cela signifie-t-il que vous vous appuyez sur le PSMV pour gérer la zone tampon rive gauche et sur le PLU rive droite? Pouvez-vous ainsi détailler le volet patrimonial de votre PLU? Merci beaucoup. Oh On pourra vous mettre en relation aussi si vous Oui, avez besoin de rentrer dans le... et effectivement, alors, comment dire, si je peux repréciser justement sur entre les attendus de l'État et ce que nous avons jugé effectivement peu démonstratif, c'est que en fait, dans la première, alors je ne sais pas si on peut revenir sur la slide dans laquelle on voit la première, enfin la zone tampon, enfin pardon, oui, euh, oui, 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 j'y oui, travaille. pardon. C'est-à-dire que en fait, auparavant, enfin dans la première proposition, la zone était beaucoup plus grande. C'est-à-dire que si on arrive à la carte, non, c'est pas celle-ci, hein, la zone tampon. Voilà, voilà. Et si on peut la zoomer un tout petit peu, je ne sais pas si vous pouvez le Oui, oui, faire. oui, bien Voilà. sûr. Donc, effectivement, vous voyez la délimitation en jaune-orangé. Je ne sais pas comment vous la voyez, hein. Voilà, c'est. Voilà. En fait, dans la première proposition, donc vous avez effectivement donc en bas de l'écran à gauche Grand Bayonne et à droite Petit Bayonne, donc de part et d'autre de la Nive, et de l'autre côté de la Dour, donc vous avez une partie du quartier Saint-Esprit, celui de la gare, et puis vous avez la citadelle Vauban. Et sur la première proposition, la délimitation englobait, on va dire, toute la superficie on va dire, de la citadelle. Or, il avait été constaté que ce n'était pas nécessaire, puisque quand on se trouve à l'arrière, au nord de la citadelle, les problématiques de cône de vue, etc., n'étaient pas du tout significatifs, et donc on n'avait pas besoin de l'inclure au risque effectivement d'augmenter comment dire, des dispositifs de protection comment dire, non justifiés. Voilà. Donc, bon, écoutez, alors après, pour développer en termes par rapport au PLU, j'avoue que je suis pas la première des spécialistes, hein, voilà, c'est pas, je suis pas à l'urbanisme. Cependant, si vous souhaitez avoir effectivement un propos beaucoup plus, on va dire, complet, il n'y a pas de souci. Moi, on pourra rééchanger avec tous les éléments d'information. Voilà. Oui, pareil, on fera le lien, Madame Perrin, Oui, si on peut transmettre votre mail. oui. Voilà. Et donc, je vois, donc vous aviez posé une autre question. Donc, comment déclinez-vous la signalétique patrimoniale? Proposez-vous des parcours thématiques ou incluez-vous le logo de Compostelle dans les panneaux? Merci beaucoup. Alors, alors en fait, nous avons mis en place une nouvelle signalétique patrimoniale que l'on appelle parcours de découverte. Il n'y a pas intégré sur l'ensemble du dispositif la première tranche qui vient d'être déployée, matérialisé sur chacun des panneaux, effectivement, l'aspect, on va dire, de Saint-Jacques, chemin de Saint-Jacques. Le choix qui a été fait, c'est effectivement signaler le point de départ du cheminement pour les pèlerins lorsqu'ils arrivent. Il faut savoir qu'en fait, beaucoup arrivent par la gare. Et pour quelle raison? C'est-à-dire que pour ceux qui arrivent du nord, c'est le démarrage du chemin, le Camino del Norte. Et donc, en fait, ils débarquent du train parce qu'ils ont déjà fait le chemin en France. Voilà. Et de la même façon que le cheminement, il peut arriver du sud
pour mener jusqu'à la gare. Et c'est avec l'implantation des clous. Après, on ne va pas au-delà de ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé que la composante de la cathédrale figurait effectivement dans toutes nos propositions de visites guidées, de médiation culturelle à l'intention des habitants et des visiteurs. Au travers, voilà, on fait une visite de cathédrale en jumelles, vue par les jumelles. Alors bien évidemment, on n'est pas dans la cathédrale, mais on commence à l'apercevoir de l'extérieur. Ensuite, on va pouvoir enfin remonter sur la tour sud. Enfin, je veux dire, c'est tellement vaste que je pourrais également vous envoyer, on va dire, l'ensemble des propositions de médiation et toutes les possibles gestions de toutes ces médiations. Voilà. Je vous remercie. Donc Sébastien a répondu dans le chat à la question sur le PSMV de Toulouse. Donc Monsieur Mazin a mis des éléments sur l'OPA, même chose dans le chat. Sébastien a mis la question effectivement, la réponse sur l'hébergement de Bayonne, même chose dans le chat. Et toute dernière question, Oui, après on parce que libère tout le monde. ouais. Travaillez-vous des médiations en réseau comme entre les 5 composantes départementales? Alors, écoutez, on va dire le seul moment, les deux seuls moments qui ont permis, on va dire, cette médiation avec les 5 composantes, eh bien, c'est lors du 20e anniversaire et du 25e anniversaire. C'est vrai qu'à cet instant, il n'y a pas de proposition partagée. En fait, ce sont ces événements-là qui font qu'à un moment donné, nous sommes tous ensemble. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Et on va vous libérer. Je sais que vous C'est avez une gentil. réunion. Oui, il faut Merci. que je quitte mon Merci. domicile et que j'aille en mairie. Voilà. Merci Merci Sophie. beaucoup à toutes et à tous. Et puis surtout, écoutez, n'hésitez pas via Laure pour revenir vers moi pour plus de précision. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Alors, eh bien, je crois qu'on va remercier tout le monde. Laure, c'est ce que tu étais en train de faire. Je voulais juste rajouter un petit mot. Donc, je pense que comme on va poursuivre nos travaux entre l'agence et Cité, eh bien, à l'ordre du jour, je pense que les documents de gestion et le lien avec les outils d'urbanisme patrimonial serait un bon temps d'échange qu'on pourrait reprogrammer, puis, je sais pas, au mois de janvier, par exemple, à voir à quelle date, mais je pense que vu les questions, c'est véritablement un sujet qui intéresse les participants. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et puis bien, bonne fête de fin d'année, Eh ben, puisqu'on y arrive. merci infiniment à toi et à nos 2 intervenants. Et puis, à vous qui vous êtes connectés. Je vous ai mis dans le chat le lien pour vous connecter à la réunion de préparation demain à 14 heures de la saison culturelle des chemins 2025, puisque là, on parle beaucoup d'animation. Mais c'est important aussi déjà que on puisse faire chemin ensemble et vraiment diffuser au maximum tout ce que vous faites au quotidien. C'est vrai qu'on n'avait pas encore travaillé sur justement les journées de l'architecture et je pense que c'est une bonne piste, Marie-Lise. Voilà. Donc, merci à tous. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Une bonne nouvelle année, du coup, 2025. On se retrouve en janvier, le 13 janvier. Vous allez recevoir d'ici quelques jours la programmation des premiers rendez-vous de l'année, mais vous pouvez déjà noter la date du 13 janvier. Le thème arrivera d'ici quelques jours. On attend la confirmation de quelques orateurs et nous vous remercions encore pour votre assiduité à ces nouveaux rendez-vous des petits déjeuners de l'agence.